Bon mercredi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, avec Jacinthe Evarel, on parle de biomasse. Non, pas celle qui sent, non, la biomasse qui sert à remplacer l'électricité et à chauffer nos maisons. Ben oui, les résidus qu'on jette ou qu'on enfouit, ben ça peut servir à quelque chose. L'auto électrique, c'est bien le fun, mais il y a aussi d'autres méthodes qui peuvent aussi aider l'environnement. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Allô, Jacinthe? Allô, Joey. Ouais, biomass this morning. Fait que Ouais. j'étais un peu surpris du sujet, surtout en plus que tu m'as envoyé un document d'une étude, et je dis bien de 348 pages. Donc, c'est du gros, mais j'assume que c'est pas du remplissage. J'ai eu des études beaucoup faites là-dessus, puis c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Fait que parle-nous de biomasse, qu'est-ce qui se passe sur ce front-là ce matin? Ben, tout commence dans la circonscription où je m'étais présentée aux dernières élections provinciales, dans la circonscription de Portneuf, On a- plus précisément à Saint-Marc-des-Carrières. Il y a eu un beau reportage de fait par Radio-Canada à ce sujet. Donc, il y a un nouveau centre d'expertise et de formation sur la biomasse qui est implanté à Saint-Marc-des-Carrières. Radio-Canada a fait un beau reportage là-dessus que je vous invite à aller voir. Il y a un article, mais il y a aussi un reportage de 3 minutes qui résume super bien. Dans le fond, c'est que j'ai rencontré les gens là, durant ma campagne électorale qui m'ont tout expliqué et depuis que j'ai rencontré la belle gang de Saint-Marc-des-Carrières qui s'occupe de ce centre de biomasse, plus précisément là, Jean-Pierre Naud et ses collègues. Donc, Jean-Pierre Naud, c'est le PDG du Centre d'expertise en biomasse, en énergie biomasse à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, j'avais rencontré durant la campagne, puis depuis, j'ai gardé contact avec lui puis son équipe parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils sont en train de mettre sur pied là-bas. Dans le fond, eux croient énormément, et je crois énormément aussi avec eux, à l'importance là, de développer une souveraineté énergétique et plus particulièrement, ben, tu sais, on sait qu'Hydro-Québec est déjà en train d'explorer toutes les avenues pour produire davantage d'énergie. On peut ajouter des barrages, on peut se diriger vers le nucléaire. Il y a toutes sortes de solutions, mais souvent, les gens ont le réflexe de penser à- à- aux solutions À euh, la mode. à la mode. Ouais, c'est ça, je cherchais le bon terme. À la mode, comme ajouter des éoliennes Les panneaux ouais, solaires. c'est ça. Alors que dans le fond, on devrait regarder, quand on pense à produire de l'énergie, on devrait regarder à notre écosystème et à regarder quelles sont ses forces. Et une des forces de notre écosystème ici au Québec, bien sûr, il y a toujours les rivières, mais il y a aussi la forêt. Et on peut produire de l'énergie avec les résidus forestiers ou les résidus de déconstruction. Donc, utiliser le bois de déconstruction ou le bois des résidus forestiers pour le transformer en énergie thermique pour chauffer nos bâtiments. Et c'est ce que Jean-Pierre Naud, Monsieur Jean-Pierre Naud, le PDG aussi de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, mais qui a aussi mis sur pied le centre d'expertise en biomasse, ben, c'est ce qu'il s'affaire à faire depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, il travaille à construire ce centre-là qui va être inauguré au mois de mai cette année. Donc, incessamment, on va inaugurer ce centre-là. Il est sur le point d'installer la chaudière à biomasse dans des installations qu'il a fait construire dans les dernières années pour finalement devenir un centre, là, finalement un pôle d'expertise, un centre de formation, mais surtout une vitrine technologique pour mieux faire connaître quelles sont les utilisations qu'on peut faire avec la biomasse forestière. Et bon, ben, en ce sens-là, ben, j'avais le goût de vous en parler parce que quand on creuse ce sujet-là, on trouve vraiment beaucoup de choses super intéressantes. Et ben, j'irais d'abord avec un exemple frappant. Je ne sais pas si vous saviez, mais 53% de la production énergétique de la Finlande résulte de la biomasse, l'utilisation de la biomasse Ça va forestière. être. Ouais. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, le Québec s'est dirigé vers l'hydroélectricité. Et tandis que la Finlande, elle, regardait son écosystème et se disait, ben, pourquoi pas utiliser l'abondance de nos forêts puis l'abondance de nos résidus forestiers. Donc, la Finlande a développé un gros réseau de production d'énergie à l'aide de la biomasse, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, 53% de sa production énergétique vient de la biomasse. Et puis, eux, là-bas, ben, ils connaissent les hivers, c'est un pays nordique. Alors, il y a même des villages où les rues et les trottoirs sont chauffés.
Donc, dès qu'il neige, la neige fond et il y a pas d'accumulation de neige ni de glace sur les trottoirs et sur les rues. Il chauffe bien sûr aussi les bâtiments là, bien entendu, mais c'est quand même une particularité qui fait qu'il y a des secteurs où ils ont pas besoin de déneiger, ils ont pas besoin de déglacer parce que, l'énergie produite avec la biomasse chauffe de l'eau chaude qu'on passe dans des tuyaux souterrains et ça permet de garder les stationnements, les trottoirs, les rues, à une température qui permet Là, que quand la neige tombe au sol, ben, elle fond. là, donne pas trop de mauvaises idées à nos maires QS, Jacinthe, là, parce qu'ils vont chauffer les pistes cyclables l'hiver avant de chauffer les rues. Puis... C'est vrai. C'est donc bien vrai. Fait que je vous amène tout de suite sur le fameux document dont tu parlais de 348 pages. C'est un document qui a été produit par la firme WSP. La firme WSP, c'est une firme d'ingénierie conseil très réputée là, dans son domaine. Et elle a produit pour le gouvernement, pour le compte du gouvernement du Québec en 2021, le document que vous voyez, donc inventaire de la biomasse disponible pour produire de la bioénergie et portrait de la production de la bioénergie sur le territoire québécois. Donc, c'est un document qui date de 2021, donc qui est très à jour. Et on explore dans ce document-là toutes les possibilités, les potentiels d'utiliser la biomasse. Donc, sur la diapo suivante, vous allez voir que la biomasse forestière, quand on parle de biomasse forestière, ça se décline en 4 catégories. Il y a le bois sans preneur, la biomasse forestière résiduelle, les produits conjoints de première transformation, puis les produits conjoints de deuxième transformation. Donc, le bois sans preneur, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le bois qui n'est pas utilisé dans les forêts publiques et privées, qui n'est pas utilisé ni par les scieries, ni par les usines de bois d'œuvre, les usines de bois de Le bois sciage. orphelin. Exactement. Il y a la biomasse forestière résiduelle. Donc, ça, c'est Les copeaux. oui, exactement. Ou quand on fait, par exemple, de l'émondage des arbres ou qu'on fait de la taille, de la culture de forêt, parce qu'il y a des pays qui cultivent ces forêts. Nous, on ne cultive pas, on a fait le choix de ne pas cultiver nos forêts, mais on pourrait cultiver nos forêts. Donc, c'est de la biomasse forestière résiduelle. Et les produits de conjoints de première transformation, deuxième transformation, bien là, justement, c'est les copeaux, et tout ce qui sort là, de nos usines de bois d'œuvre, de bois de C'est ça, les, sciage. les morceaux de palette qui ont été cassés, que les usines se servent, des trucs comme ça. Fait que tout ce Oui, qui est relié au bois, qui a été transformé, mais qui est plus utilisable finalement. exactement. Dans les usines de pâte et papier aussi, les scieries, puis Hey, on peut penser aussi au on bois en de... a de ça. Pâte et Ben oui, papier, on est dedans. Là. ben oui. Puis imagine-toi donc qu'en ce moment, ben, on enfouit beaucoup du bois résiduel, Ah ouais. des produits conjoints de première et de deuxième transformation. Où ça s'en va en ce moment? Ben, les compagnies qui transforment le bois payent pour faire enfouir ce bois-là. Donc, Hey, en ce moment, on enterre de l'énergie. Carrément, là, on c'est enterre capoté. des C'est potentiels capoté. énergétiques. Ouais, C'est capoté, Jacinthe, parce que j'ai travaillé dans plusieurs usines, soit de plastique ou justement de métallurgie, que justement, toutes se servent toutes les usines, peu importe lesquelles, se servent de palettes en bois en grande majeure partie. Là. Je suis certain qu'il y a des exceptions. Mais il y avait quand même des normes pour récupérer tout ce bois-là, qui était recyclé à part de tout le reste, que ce soit le plastique ou le métal ou quoi que ce soit. Tu te dis, il doit faire de quoi avec ça? Mais que tu me dis qu'en bout de ligne, c'est pour l'enfouir. Autant que c'est pas des produits chimiques, on s'entend, c'est de la, comme tu dis, c'est de la biomasse, c'est du ouais, bois, fait qu'à la limite, ça va se dégrader, mais quand même, tu sais, ouais. c'est pas voir le potentiel de ce qu'on peut faire avec quelque chose, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Première année de primaire, je m'en rappelle encore. Oui, puis effectivement, puis tu sais, dans un état où on se demande comment on va faire pour produire de l'énergie, qu'on a déjà des pénuries d'énergie, de savoir qu'on enterre des potentiels énergétiques, puis qu'il y a des entreprises qui payent pour ça parce qu'on n'enterre pas ça sans frais. Alors, je me suis renseignée, là, il y a 37 sites d'enfouissement au Québec, et dans les Ouais. 37 sites d'enfouissement, ça coûte entre 125 et 150 la tonne pour enfouir de la biomasse. Donc, il y a des compagnies qui payent des milliers de dollars, des dizaines et des centaines de milliers de dollars par année. Je connais des compagnies, là, ça leur coûte 600 000 par année pour enfouir des résidus de bois, alors que finalement, ils pourraient même se faire payer pour qu'une compagnie parte avec ça, puis transforme ça pour des chaudières, puis finalement, des consommateurs de cette énergie-là qui auraient tout intérêt. Fait que regardons un peu plus près aussi qu'est-ce qu'on Oui. peut faire avec ça. Donc, là, je
Et j'élargis notre fenêtre là, juste pour avoir l'honnêteté d'expliquer que je vais parler de biomasse forestière, de biomasse résiduelle. Donc, je vais parler de biomasse vraiment spécifiquement du bois aujourd'hui, mais c'est vrai que la biomasse, ça peut se décliner de toutes sortes d'autres manières. Donc, on a un tableau ici devant les yeux qui vous permet de voir l'ensemble des déclinaisons que ça peut prendre parce que la biomasse, effectivement, ça peut aussi venir de déchets organiques, donc nos usines, par exemple, ici à Québec, on a une usine de production de gaz Ouais, naturel recyclable à partir de matières biométhanisation, c'est organiques. ça? Oui, c'est ça, exactement. On peut le faire aussi à partir des déchets des fermes avec les déchets les matières organiques, les matières fécales des animaux, là, carrément. J'ai pas les bons termes, puis je cherche mes mots, je m'excuse parce que c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais finalement, fait que finalement, on peut transformer la biomasse, puis s'approvisionner en biomasse de différentes manières, puis la transformer aussi sous forme gazeuse, sous forme liquide ou sous forme solide. Dans le cas de la biomasse forestière, bien, on prend vraiment, je vais m'adresser juste à la portion qui concerne la biomasse provenant du bois de déconstruction ou du bois qu'on enfouit, du bois vivant, des arbres, mais il y a toutes sortes d'autres productions qu'on peut utiliser. Et ben, en ce qui concerne le centre à Saint-Marc-des-Carrières, on parle vraiment de biomasse forestière. Donc, passons à la suivante. Donc, bien, c'est ça, il y a le secteur forestier, le secteur agricole, puis le secteur des matières résiduelles. Donc, le document qui a été produit en 2021 par WSP étudie l'ensemble des potentiels de production et d'exploitation des biomasses du secteur forestier, du secteur agricole, puis du secteur des matières résiduelles. Donc, s'il y en a, si vous êtes intéressé à explorer davantage les autres secteurs, donc agricole puis matières résiduelles, tout est là-dedans. Mais moi, je me consacre vraiment sur le secteur forestier pour être fidèle à ce qui est en train de se construire à Mais Saint-Marc-de-Carrière. Puis, de toute façon, c'est le potentiel le plus grand au Québec. Oui. j'ai une question, Jacinthe. Là, on s'entend, tu nous l'as expliqué, ceux justement qui vont enfouir leur biomasse ou des résidus qui ne se servent pas, présentement, ils payent pour le faire. Ouais. S'ils voudraient en gros, s'ils voudraient le donner pour une centrale de biométhanisation ou justement pour s'occuper de la biomasse et s'en servir pour faire de l'énergie, est-ce que dans ce cas-là, il faudrait quasiment qu'ils se fassent payer pour en gros, qu'il y ait un frais? Comment je pourrais dire ça? Qui Ouais. gagnent de l'argent finalement. Regarde, on va vous donner notre biomasse pour tant. Fait qu'en bout de ligne, il y aurait une possibilité de profit pour ces gens-là Ouais, au lieu ben, d'une dépense finalement. oui, oui, tout à fait, exactement. En ce moment, à toutes les semaines, le centre d'expertise, le centre provincial d'expertise à Saint-Marc-des-Carrières se fait appeler par des entreprises qui paient en ce moment pour enfouir des résidus forestiers ou des résidus de bois. Puis à toutes les semaines, ils l'appellent pour dire, moi, j'irai te le donner, je te le donnerai, là, tu sais, parce que j'aime Hmm, autant te le donner que de payer pour le faire enfouir. c'est Donc, ça. dès que tu es prêt, dès que tu en veux, moi, je m'en vais t'en livrer, là. Tu Donc, préfères que ce pour soit l'instant, soit à coût nul, soit à limite, ça fait des ben profits oui. en plus. Oui. Tabarouette, go for it. Là. Ben oui, parce que si on se mettait à avoir une demande, si on créait une demande pour la biomasse, ben éventuellement, ces entreprises-là pourraient vendre ce bois-là plutôt que de payer pour le faire enfouir. Mais en ce moment, ils sont prêts à le donner parce qu'il n'y a pas de demande. Hey. Pourtant, justement, je reste dans le comté de Portneuf, mais à Saint-Marc-des-Carrières, Jean-Pierre Arnaud a épaulé, a chapeauté un processus avec la ville de Saint-Gilbert, qui est une ville, un petit village voisin de Saint-Marc-des-Carrières. Et Saint-Gilbert, il y a une dizaine d'années, se cherchait une solution parce que l'église, le presbytère, l'hôtel de ville et le centre municipal étaient chauffés au mazout. Ça coûtait extrêmement cher, puis il y avait de moins en moins de résidents dans le village et ils n'étaient plus capables de subvenir aux frais de chauffage de ces 4 bâtiments-là. Et avec l'aide de Jean-Pierre, ils ont transformé leur système de chauffage à la biomasse. Et depuis 10 ans, Saint-Gilbert ben, chauffe son église, son presbytère, son centre municipal, puis son hôtel de ville avec de la biomasse, avec une chaudière à la biomasse. Je suis allée visiter ça et c'est pas compliqué, là. C'est comme une espèce de poêle à bois. C'est une chaudière qui finalement
brûle de façon tellement efficace avec un contrôle d'oxygène, avec un Mhm. contrôle du bois aussi. Le bois doit être séché. On ne prend pas n'importe quelle sorte de bois. Le bois doit être séché pour faire de la biomasse. Donc, on part d'un bois qui a 35 d'humidité, puis on l'amène à 6-7 C'est d'humidité. ça, Et on sort tout le plein potentiel de l'énergie qui peut nous soutirer, là. exactement. Puis avec un bois beaucoup plus sec, avec un niveau d'oxygène dans notre combustion qui est bien calculé, on fait une combustion tellement propre que la fumée qui sort, ou c'est même pas la fumée, là, parce que ce qui sort de la cheminée est transparent. Là. Il y a même plus, c'est pas, on pense, ça n'a rien à voir avec un poêle à bois où est-ce que tu vois la fumée sortir, ça n'a rien à voir non plus Il y a avec rien le qui est épargné, là. non, non, non. C'est une combustion très, très efficace, très, très propre. On dit propre, mais on dit très, très efficace aussi parce que le niveau d'oxygène puis la quantité d'humidité qu'il y a dans le bois sont tellement bien calculés que ça fait une Ben, combustion vraiment hyper efficace qui produit la belle chaleur avec une combustion là, très lente aussi. tu Ouais. parles du mazout, ça pourrait être une solution d'avenir pour bien des endroits au Canada. On sait que dans les provinces atlantiques, au Nouveau-Brunswick, c'est mazout à la côté, puis ils sont Ouais. quasiment super dépendants de ça, puis ça leur coûte un prix de fou. Je Oui. comprends que, oui, il y a des forêts là-bas, mais c'est pas comme au Québec, mais quand même, il y aurait une possibilité de faire une transition vers, du moins, une bonne partie vers la biomasse, puis je pense pas que les Nouveaux-Brunswickois seraient contre ça, nécessairement. Ben oui, tout à fait. Puis en plus de ça, ça coûte vraiment une fraction du prix. Donc, Saint-Gilbert, par exemple, est rentré dans ses frais, a payé sa chaudière à l'intérieur de 7 ans. Puis Quand maintenant, même. ben, ses frais de chauffage ont diminué de moitié pour les 4 bâtiments. Et c'est bon Donc, pour l'environnement. ben oui, c'est ça. Exactement. On est parti du mazout, puis on est rendu vers une combustion extrêmement efficace. Puis, avec des frais de chauffage diminués, puis on est rentré dans les frais on est rentré dans nos frais à l'intérieur de 7 ans. Donc, tous les bâtiments industriels, pas industriels, ben oui, industriels, mais tous les bâtiments institutionnels du Québec qui fonctionnent encore au mazout pourraient être convertis à la biomasse, puis on diminuerait énormément les GES sans amputer nos réserves énergétiques d'hydroélectricité, parce que c'est ça aussi là, l'enjeu. En ce moment, notre écosystème fait en sorte que notre hydroélectricité, elle est limitée, puis si on veut l'optimiser pour les milieux urbains, ben, les milieux ruraux, parce que c'est ça aussi, vers ça je m'en vais, là, qui a tout avantage, tout intérêt à utiliser la biomasse forestière, ben, ce sont les régions rurales du Québec, parce qu'on veut créer des circuits courts aussi de consommation. L'idée, c'est pas que ton bois résiduel se promène puis fasse les 4 coins du Québec puis qu'il soit acheminé dans un secteur plutôt qu'un autre. C'est ça, Ça les lignes devrait à être des haute circuits tension. courts, Puis... là. Ben oui, c'est ça. Donc, là où le bois se meurt, dans un rayon de 100 km, ben, le bois devrait être séché, récupéré et finalement utilisé pour chauffer des bâtiments dans le même rayon de 100 km. Et là, ben, ça devient ultra rentable, ultra écologique aussi. Puis on libère de l'énergie pour les grands centres urbains qui, eux, n'ont pas le choix d'utiliser l'hydroélectricité ou pour les grandes industries qui ont besoin de blocs énergétiques d'Hydro-Québec. Donc, tout le monde s'en sortirait gagnant. Puis, on aurait enfin une belle manière d'ajouter de la production énergétique au Québec en respectant notre écosystème, en respectant quelles sont nos forces. Puis ça, ben, ça se fait aussi rapidement. Donc, je trouvais ça pertinent d'en parler parce que on a beaucoup d'éducation aussi à faire à ce niveau-là parce que la biomasse, on peut partir dans toutes les directions. Puis euh, c'est vrai qu'il y a les usines de biométhanisation, il y a l'utilisation des fumiers sur les fermes, mais quand on parle de la biomasse forestière, ben c'est encore très méconnu. Puis ben en ce Il y a, moment, ben il y a d'autres formes qui sont pas nécessairement reliées à la biomasse, mais dans mon coin, l'hôpital de Montmagny, et je ne sais pas si c'est l'électricité ou c'est le chauffage. J'assume que c'est le chauffage, en tout cas, je peux me tromper, là. c'est à la biomasse. Non, c'est voyons, géothermie. OK. Fait que c'est pas de quoi qui est nécessairement très mainstream non plus, mais c'est ça, il sert de il y a une centrale géothermique, ben, une mini-centrale derrière l'hôpital qui OK. s'en sert parce que vu que c'est un hôpital très âgé, bien évidemment, c'est encore les vieux systèmes. Ça Ouais. fait plusieurs années, 10-15 ans certains, qui sont en mode géothermie, puis ça marche. Bon. Fait que, écoute, c'est ça. C'est ça que je trouve plate, parce que j'ai l'impression que depuis qu'on est petit cul, on nous dit, mais pas toutes tes œufs dans le même panier. Faut diversifier nos sources, Ouais. dans tout, soit en énergie ou en peu importe, dans tes recherches,
processus mental d'idées de quoi que ce soit, mais là, on est comme tout dans le tout électrique, puis c'est pas que c'est mauvais en soi, on comprend l'enjeu environnemental derrière ça, mais s'il y a moyen de faire une pierre deux coups, une pierre trois coups, ou justement d'alléger le réseau électrique qu'on a avec l'hydroélectricité, même on parle d'hydroélectricité un peu, le principe des hydroliennes avec une place comme le fleuve Saint-Laurent, je me suis jamais rentré dans la tête pourquoi on s'en servait pas. Ouais. Autant que je veux pas avoir des hydroliennes au pied carré tout le long du fleuve et de la côte nécessairement, mais il y a tellement des places où c'est que les torrents sont forts avec les marées, puis ça a été Ouais. prouvé à travers le monde que ça peut être une source d'énergie aussi. Mais je sais pas, on dit qu'on est comme ah non, on s'assied sur nos lauriers, puis c'est ça, on est borné ces barrages, puis on bande juste là-dessus. Là, excusez-moi, j'ai pas trouvé d'autre expression, mais on dirait que c'est un peu ça. Ben, c'est comme si on n'a pas l'instinct. On n'a pas l'instinct de faire de la grosse recherche puis d'explorer tant que ça. Donc, rapidement, les gens se tournent vers les solutions populaires ou les solutions qui leur viennent en tête. Bon, l'éolien, les panneaux solaires, mais on est au Québec, là. Et l'éolien, c'est pas l'énergie, c'est une énergie intermittente qui coûte cher à produire. Puis il faut regarder son écosystème, puis on n'a pas les réflexes de regarder, ben, d'un, voici notre écosystème. De deux, ceux qui ont des écosystèmes similaires, vers quoi ils se sont tournés? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que c'était rentable? Puis effectivement, comme tu le dis, c'est des, euh, c'est des, euh, c'est des C'est solutions qui ont pas encore connu l'engouement. Donc, on n'en c'est une parle plus, puis on énergie les exploite pas. complémentaire. C'est Mm. comme tu dis, tout se rassemble, puis c'est avec un peu de tout qu'on Ouais, réussit à faire le système qu'on a. ouais. Mais dis, quand on est dans des idées, je sais pas si ça avait passé ça, je sais-tu, il y a une semaine ou deux, Québec solidaire qui veut nationaliser le vent. On était vraiment rendu, ouais, là, c'est un peu loufoque un petit peu. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que je pense que tout se complémente là-dedans. Puis je pense qu'il n'y a pas de mauvaise solution à part retomber dans le charbon, puis dans le bois d'œuvre, puis les vieilles techniques d'il y a plus d'un siècle. On Ouais. régresse, là. Mais je pense que c'est vraiment des bonnes techniques. Puis il y avait de quoi. Je me rappelle plus. Je me rappelle, c'était dans mon premier, justement, mon premier forum étudiant pour faire un lien avec un ancien épisode qu'on a eu ensemble. Un de mes collègues de l'opposition, il venait d'une région, je pense que c'était le centre du Québec, je ne vais pas me tromper, ou dans le coin de Granby peut-être, en tout cas, c'était un de ce coin-là. Je ne vais pas me tromper, ça fait trop longtemps. Et lui, il avait mis d'avant une compagnie qui reprenait justement des résidus de biomasse. C'était majoritairement des copeaux de bois d'œuvre. Et il y avait un genre de procédé qui était unique dans ce coin-là, qui trempait ça dans une genre de résine. Et ça faisait l'équivalent du sel pour l'hiver sur nos routes ou de la roche ou de la gravelle Ah, qu'on met. ouais. Sauf que ça a le bon côté, c'est qu'avec la neige qu'ils font puis l'eau, c'est que le bois se dégrade. Fait que tu te ramasses pas avec des pouces de gravelle sur ton terrain après que la neige ait fondu au printemps. Fait que c'était le fun parce que justement, c'était bon pour l'environnement. Ça fonctionnait aussi bien que de la terre ou de la gravelle sur les Ben routes enneigées ou ouais. les routes glacées. Puis c'était recyclable, c'était bon pour l'environnement. Je me dis, crème, c'est pas fou. Hein? Fait que, il y a des solutions à tout, hein, mais c'est ça, c'est juste savoir bien les exploiter. Ouais, Je- puis tu sais, dans ce cas-là, c'est pas faut commencer aussi à regarder comment on peut on a déjà eu cette discussion-là, toi et moi, sur la ouais. vitalité des régions, puis on s'entendait pas nécessairement là-dessus, mais je pense que de se fier davantage aux milieux ruraux, d'investir dans les milieux ruraux justement, pour qu'eux-mêmes développent une espèce d'autonomie énergétique ou si c'est pas une Mhm. pleine autonomie, un meilleur contrôle sur leur production énergétique, ben ça libère des blocs énergétiques pour les grands centres urbains. Puis à ce moment-là, ben on augmente la vitalité des régions, on augmente leur fierté, on augmente aussi leur économie parce que c'est aussi bon pour l'économie quand on a une production d'énergie ou une production d'une technologie plus locale. On vient d'insuffler un vent de revitalisation de l'économie de cette région-là, de l'économie régionale. Puis ça, je trouve ça important. On n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas tant que ça des régions. Il y a le Parti libéral qui essaie de parler un peu plus des régions. Bonne Mais chance. c'est important. C'est important de regarder aussi l'économie régionale de notre Québec. Et puis, en ce sens-là, ben, si on peut les inviter à faire partie de cet écosystème-là de production énergétique, plutôt que d'avoir un, une planification très centralisée de comment on va produire de l'énergie, puis comment on va assurer notre souveraineté énergétique au Québec. Je pense qu'on peut décentraliser ça, puis ramener ça aussi dans les régions.
Yes. Je sais que tu avais encore deux Ouais, diapositives, je crois. Je vais passer vas-y la donc voir, prochaine. Pour ce qui est du secteur forestier, celle-là, je crois. ouais, c'est tout petit à mon écran. C'est quoi que j'ai souligné en C'est ça. En gros, rouge? je vais le lire pour le Ouais, bénéfice de nos auditeurs. Le secteur forestier représente le plus grand potentiel de biomasse disponible pour la production de bioénergie au Québec avec un potentiel technique évalué à 255 PJ par an en ouais, 2020 et 259 PJ par an en 2030. Là, je continue par la suite. Le potentiel technique le plus important du secteur forestier est défini par les résidus de première transformation avec 153,54 PJ par an pour l'ensemble de Québec en 2020. oui, effectivement. Puis PJ, c'est des pétajoules. Oh, S pétajoule. Si vous êtes comme moi, ça vous dit absolument rien des pétajoules, mais c'est des quantités considérables, d'énergie. On estime là, dans ce rapport-là, à 6,8 millions de tonnes métriques, la biomasse Wow. forestière résiduelle utilisable par année au Québec. Donc c'est énorme le potentiel qu'on a. Donc, on n'en manque pas là. Il y a vraiment un réel potentiel. Puis, dans ce rapport-là aussi, on voit, si tu vas à l'autre diapo, je ne sais pas si je Oui. l'ai mis, je dis des diapos, c'est épouvantable, je me vieillis en parlant de Non, même. non, c'est correct, là. Ça, c'est. Oh, Je suis assez vieux pour avoir connu les rétroprojecteurs, fait que je suis pas si pire encore. Le dernier, c'était produit conjoint de la première transformation. C'était-tu ce. oui, c'est ça. Ouais. Ben, en fait, c'est que ça, c'est un segment là, de la conclusion du rapport, mais en fait, ce qu'on dit là-dedans, c'est qu'après avoir analysé les trois secteurs de biomasse, biomasse forestière, biomasse agricole, puis biomasse des matières résiduelles, la biomasse forestière représente la principale, la plus grande, la plus importante source de biomasse au Québec. Puis dans les quatre sous-catégories que je vous avais présentées de la biomasse forestière, c'est les résidus de première transformation qui sont les plus importants. Puis on voit que dans les résidus de première transformation se concentrent principalement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent et Mauricie. C'est vraiment les quatre régions les plus où il y a le plus de biomasse résiduelle de première transformation, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, on a 25 usines de pâte et papier, puis 187 scieries. Donc, 25 Hey. usines de pâte et papier, puis 187 scieries, ça n'en fait. Puis on a des usines de bois d'œuvre, des usines de bois de sciage. Ça n'en fait des industries Ben autour oui. du bois puis des pâtes et papiers qui pourraient nous alimenter en énergie. Ça, c'est sans compter le bois de déconstruction. Ça, c'est sans compter la grille du frêne qui a mené à plusieurs abattages d'arbres, à l'émondage d'arbres que toutes les villes font. Tout ce bois-là, il s'en va vers les 37 sites d'enfouissement à 125 à 150 la tonne. Euh, je comprends qu'il va y avoir une industrie que si on leur enlève ces entrées de bois-là pour enfouir, ça leur fait des pertes de revenus. Mais franchement, il faut regarder l'écosystème dans son ensemble puis avoir l'honnêteté de dire, crime, on est en train depuis plusieurs années d'enfouir de l'énergie alors qu'on se demande comment en produire. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Absolument. Pour le bénéfice des auditeurs, je vais quand même lire ce que tu avais souligné. Si on parle Ouais. des écorces, les sciures, les rabotures, les copeaux générés lors de transformation de billes de bois pour en faire un produit fini pour les scieries ou papetières. Également, tu avais souligné 8,1 millions de TMA par an ou 156 PJ par année. Les régions ayant le plus haut potentiel sont en ordre décroissant. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean à 24 l'Abitibi-Témiscamingue à 18 le Bas-Saint-Laurent à 9 et la Mauricie à 8. Ensemble, ces régions représentent près de 60 du potentiel provincial de ce gisement et le coût varie entre 15 le TMA pour les écorces et 100 TMA pour les copeaux en fonction des différents types de produits conjoints. Alors, c'est énorme le potentiel qu'il y a là-dedans. Là. Oui. Puis on ne peut pas dire que non plus, comme on voit aussi, on ne peut pas dire que les coûts de production sont énormes. Là, ce qui arrive, c'est qu'on est pris dans une spirale. Parce que ce que Jean-Pierre nous m'expliquait, c'est que euh, si tu veux t'installer une chaudière à la biomasse,
il faut que tu sois capable de t'approvisionner. Et en ce moment, ben oui, tu peux t'approvisionner, mais on n'a pas de normes ISO non plus. Donc là, le bois qui peut t'arriver, ben, si par exemple, tu as de la mélamine ou du contreplaqué ou du bois de déconstruction, par exemple, avec beaucoup de colle, ben, est-ce que tu as la bonne chaudière pour faire la combustion de ces bois-là plus Ça prendrait sales ou des moins centres de purs? traitement à la limite pour comme créer le combustible parfait, là. Ben, on est en retard d'une guerre ou de 2 guerres même parce que, tu sais, dans les pays européens comme en Finlande ou même en France, ils utilisent la biomasse. Heu il y a des bâtiments là, de 300 unités de logement qui sont chauffés à la biomasse en France. Hey. Il y a des normes ISO pour le bois de biomasse. Donc, tu achètes une chaudière, puis ta chaudière te permet de faire la combustion de tel type de biomasse forestière et il y a des grades. Donc, le bois mou, le bois dur, le bois résineux. Il y a différents types. Là, en ce moment, au Québec, c'est n'importe quoi. Il y a pas de normes. Donc, il y a eu des mauvaises expériences, parce qu'il faut que j'aille l'honnêteté de le dire. Il y a, par exemple, l'école secondaire de Trois-Pistoles qui avait investi dans une chaudière à la biomasse. 1,5 million de dollars investis en argent public. Le gouvernement avait acheté une chaudière à la biomasse pour l'école secondaire à Trois-Pistoles. Et puis, ils ont eu toutes sortes de ratés avec cette chaudière-là et elle ne fonctionne plus. Mais Euh, c'est la question que j'allais te demander, Jacinthe, excuse-moi de te couper, mais c'est ça. En ouais. termes de coût d'équipement, est-ce qu'on parle de quoi de relativement raisonnable? On est comme dans la technologie expérimentale, puis il faut faire venir ça d'Europe, puis c'est ça Euh, en termes d'installation, parce que autant que le projet, puis l'idée en général a l'air extraordinaire, mais est-ce que l'équipement coûte un prix de fou ou il y a moyen de s'équiper pour, je vais pas dire pas ben, trop cher, mais pour une entreprise, je veux dire, là, non, non, il y a moyen de s'équiper pour des coûts raisonnables. La municipalité de Saint-Gilbert le fait. Elle s'est équipée il y a 10 ans, Mhm. puis en dedans de 7 ans, elle est rentrée dans ses frais. Donc, tu sais, rentabiliser l'équipement sur 7 ans pour une petite municipalité comme Saint-Gilbert, ça se fait très bien. Mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'entreprises qui vendent des chaudières. Puis quand on ne connaît pas ça, bien là, on achète une chaudière en France ou en Allemagne ou en Finlande, par exemple, puis elle est faite pour brûler tel type de bois. Puis tu arrives ici, puis nos bois ici ne sont pas catégorisés. Donc, c'est ce qui est arrivé à Trois-Pistoles à un moment donné, c'est qu'ils n'ont pas utilisé le bon type de bois dans cette chaudière-là. Et il n'y a pas de formation non plus. En ce moment, au Québec, il n'y a pas de formation sur l'automatisation de ces systèmes-là. Donc, en gros, là, on ne s'est pas intéressé à ces technologies-là. Pourtant, en Allemagne, ça existe, c'est bien implanté, en Finlande, en France, mais ici, on ne l'a pas fait. Donc, il y a eu des gens qui ont été audacieux, qui ont acheté des chaudières. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis là, on ne sait pas vers qui se tourner parce qu'il n'y en a pas d'experts tant que ça en biomasse ou dans ces systèmes automatisés-là. Il y a des compagnies qui nous ont vendu des chaudières à un moment donné, puis qui ont fait faillite ou qui sont repartis. Puis finalement, mais il n'y avait pas de service après-vente. Donc, c'est tout ça aussi que le centre d'expertise à Saint-Marc-des-Carrières vise à contrer. C'est de dire, ben là, on va se mettre à former des gens, puis on va s'assurer qu'on implante un réel système de contrôle, un système de formation, un système de normalisation de ces bois-là aussi, pour pas qu'on brûle n'importe quoi. Je parlais à un producteur de sirop d'érable qui a converti toute son érablière avec un système à la biomasse. Puis il me disait, Colin, j'ai tout scrappé ma bouilloire parce que j'ai voulu faire mon cheap. Au début, j'achetais du beau bois, là, des copeaux de bois d'une scierie pas loin. Puis il dit, à un moment donné, il dit, j'ai pris du bois de déconstruction, puis j'ai été mettre de la mélamine là-dedans, puis tout le formaldéhyde, puis la colle qu'il y avait là-dedans, ça a fait une réaction en dessous de puis Ah, je la voyais, là, en dessous de sa bouilloire. Sa bouilloire est venue pleine de petits trous, puis il a scrappé sa bouilloire. Il a vraiment brisé sa ah, bouilloire. Puis il a dit, j'ai voulu sauver une coupe de pièces de bois, j'ai voulu faire mon smash, j'ai pogné du bois de ça. même. Puis voilà, mais elle n'était pas conçue pour ça. Fait que, IKEA nous apprend très bien qu'il faut suivre les instructions quand on exactement. achète quelque Mais tu chose. sais, l'école à trois pistoles, c'est vraiment un c'est vraiment, vraiment choquant parce que cette chaudière-là, elle a été installée là pendant la construction de l'école. Maintenant, pour la sortir de là, parce qu'elle n'est plus utilisée, ils ne veulent plus rien savoir de l'utiliser. Ils ont trop peur, ils ont trop eu de ratés parce qu'il y a un système d'automatisation là-dedans. Hein. Il y a une vis sans fin qui tourne puis qui amène des espèces de copeaux de bois euh, dans la chaudière. En temps réel, ça, cette vis-là sans fin amène un petit peu de bois avec une alimentation en oxygène. Tout ça, c'est contrôlé par un système automatisé. Mais ces systèmes automatisés-là,
Ben, il n'y a personne qui a l'expertise. On n'a pas de formation Ah, pour c'est pas le ça. concierge de l'école qui va s'occuper de ça. Là. Ben, c'est ça qui s'est passé. Ils ont mis le concierge de l'école. Je te jure. C'est bien Ah! drôle que tu dises ça. Ben Oh! oui. Pourquoi Ils je ont, savais que ça faisait tellement québécois? Qui gage, ils n'ont pas mis le concierge là-dessus? C'est Oh! exactement ce qui s'est passé. Puis là, ben, au centre d'expertise à Saint-Marc, ils se sont fait téléphoner. Puis là, il a dit, ben oui, mais vous ne pouvez pas mettre quelqu'un sans formation là-dessus, mais il n'en existe pas non plus de formation. Et puis là, ben, ils ne veulent plus rien savoir. La commission scolaire ne veut plus rien savoir de repartir ça. C'est de votre Donc, faute. C'est rendu pour là, sortir là. la chaudière de là, ils vont la scier en morceaux parce que ça a été installé pendant la construction de l'école. Ils vont la scier Ah, en ouais, en morceaux, plus. puis ils vont sortir ça pour le métal. Mais c'est 1,5 million d'investissement du gouvernement du Québec qui est allé dans une chaudière. Puis finalement, ben, ils vont retourner, ben, ils sont déjà retournés vers un autre mode de chauffage. Mais des mauvaises expériences comme ça marque les esprits, puis ça envoie le mauvais message que finalement, ben, ça ne fonctionne pas. Alors que en Allemagne, je vous le dis, en France, en Finlande, c'est utilisé abondamment, mais ils ont mis en place aussi un écosystème de formation, de contrôle, de normal. Là, je dis de contrôle, mais inquiétez-vous pas, là, c'est juste de normalisation puis de contrôle de la qualité des bois qui sont mis, puis la qualité aussi des chaudières. Tu peux acheter un type de chaudière qui va brûler de la mélamine, mais encore faut-il que tu Faut sois pas. certain que le type de chaudière que tu achètes, il est assez robuste pour brûler de la mélamine, par Parle exemple. pas d'évaluation pour qu'on crée Biomasse Québec avec des inspecteurs et tout le kit. Non, Là. non, 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 non. C'est pas ce type de contrôle-là que je voulais Donne-leur pas dire. d'idées, Jacinthe, donne-leur pas d'idées. Inquiétez-vous pas. Ah. Ah, merveilleux. Écoute, c'est vraiment super intéressant. Puis c'est le fun parce que ça lève le voile sur certaines technologies qu'on. Personnellement, je savais que ça existait, mais c'est pas de quoi, comme justement, que les médias s'intéressent souvent. Mm. Ou même la population en général. On a l'impression que c'est un peu. Ça fait quasiment survivaliste un peu. Là. Tu sais, c'est comme 2-3 municipalités qui ont ça. C'est un peu comme celui qui s'est créé un bunker pour y penser que la fin du monde allait arriver 20 fois. Ben, le bunker est encore là. Tu sais, c'est comme. Ouais. Ouais, mais Good for him, mais pas plus que ça. Alors que justement, il y a un potentiel énorme, puis il y aurait moyen. Hey, tu sais, on peut finir là-dessus, Jacinthe, mais quand tu imagines, on le sait, le PCQ fait un colloque là-dessus sur le gaz naturel. Là, tu me parles de biomasse, puis là, on va parler de plein d'autres affaires. Tu sais, on a tellement. Quand je dis des fois que le Québec est assis sur un pot d'or, puis qu'on décide, excusez-moi le terme, mais de déféquer dessus, disons en bon québécois, sans vouloir être poli un petit peu, alors que des nations que, excusez-moi, mais ils ont derrière assis sur le sable, puis il y aurait la moitié de ce qu'on aurait, puis ils capoteraient bien raide. Moi, ça me fend en deux. Je suis désolé. Là. Moi, ça me fait capoter. il- C'est pas. Si on aurait une excuse, je te dirais, gars, écoute, ben, on est des terres arabes, on est dans une zone quasiment ouais, pas cultivable. Je dis, écoutez, on fait ce qu'on a, on fait notre possible, on peut pas faire des miracles, mais tout est là. C'est juste, c'est juste là. On décide de ne pas le faire. Ah, c'est magnifique. il y a des producteurs agricoles qui dépensent 3 000 $ par jour de propane pour faire sécher leurs grains. Et si on leur proposait que finalement, ils puissent changer leurs 3 000 $ de dépenses par jour de propane qui émet des GES, puis le propane est livré là en plus en grosse vanne, puis on leur disait, tu peux t'installer maintenant une chaudière à biomasse, puis t'alimenter avec les résidus forestiers de ton territoire, ils sauveraient non seulement des coûts, mais en plus de ça, on diminuerait les GES. Puis en plus de ça, ben, on favoriserait une économie plus forte régionale parce qu'il va y avoir des travailleurs qui vont finalement bénéficier de tout ce circuit court de consommation. Et il faut être un peu plus inventif puis pousser un peu plus nos décideurs. Puis tu sais, je me dis, moi, si ce rapport-là, il a été commandé à la firme WSP en 2021 qui ont déposé le rapport, c'est qu'il y a quand même une volonté ou une ouverture au niveau gouvernemental à explorer des formes comme ça. Ben, j'espère. Mais après ça, il faut aussi déboulonner les mythes puis faire de l'éducation populaire là, parce que même s'il y a des beaux rapports de déposer comme ça, après ça, il faut prendre le flambeau puis demander à ce que les choses bougent parce que là, il y a des potentiels qui ont été identifiés, mais il ne faut pas que ça soit tabletté non plus. C'est ça, faut pas faire le réflexe des commissaires puis tabletter des rapports à la seconde qui sortent, hein, surtout. Ouais, Non, non, puis il n'y a aucune excuse de ne pas aller vers une voie comme ça. Écoutez, au Québec, il y a bien une ressource que ça déborde de partout, c'est qu'on a du bois à grandeur. Là. ouais. C'est partout absolument. Puis autant qu'on ne veut pas nécessairement couper la forêt au grand complet, là, ça prendrait beaucoup de manpower pour faire ça, mais que justement, dans notre industrie forestière, qu'on soit capable de tout récupérer puis de perdre, avoir le moins de taux de perte possible puis de réutiliser le maximum,
C'est ce qu'on Ouais. appelle l'efficience, mes chers Ouais. amis. Donc, En tout cas, je vais vous en reparler parce qu'au mois de mai, ça va être inauguré, ce centre-là, avec la chaudière qui est en train d'être installée. Mais en ce moment, là, ce qu'il va y avoir de disponible comme vitrine technologique à Saint-Marc-des-Carrières, c'est qu'on va avoir des entrepôts chauffés à la biomasse avec les trottoirs devant les entrepôts qui sont chauffés à la biomasse. Donc, les planchers en béton sont tous chauffés avec des tuyaux d'eau chaude qui passent sous les planchers de béton. On va avoir un gros hangar pour sécher aussi les copeaux de bois, pour les amener à un taux d'humidité inférieur. Puis, on va avoir aussi une serre chauffée à la biomasse avec la production de légumes et des mini-maisons, un secteur de mini-maisons, toutes chauffées à la biomasse. Parce qu'une chaudière peut. Tu mets pas une chaudière par maison, là, tu mets une chaudière pour 20, 30 maisons. ah Là, non, c'est capoté, là. la chaudière peut fournir énormément d'énergie thermique. Alors, ils vont faire un petit village avec des mini-maisons. Les trottoirs, les rues vont être chauffées, la serre va être chauffée, puis toutes les mini-maisons avec une seule chaudière à la biomasse à Saint-Marc-des-Carrières. Ça va être de toute beauté, puis ça va être une belle vitrine technologique pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire, puis montrer qu'on est capable de sortir de cette dépendance à Hydro-Québec dans certains secteurs pour permettre justement qu'Hydro-Québec puisse euh, finalement remplir ses missions de contribuer au développement économique du Québec, parce que c'est aussi ça, sa mission, c'est de fournir de l'énergie, mais fournir de l'énergie aux bons endroits. Donc, la bonne énergie au bon endroit. Puis je pense que la biomasse, ça peut être la bonne énergie dans les milieux ruraux. Absolument. Puis écoute, je leur souhaite bonne chance. Puis je pense que ça va être vraiment un grand succès, là. Puis en plus, si ça augmente comme ça, puis ça ne va qu'en augmentant, Saint-Marc-des-Carrières, ils vont leur nommer Saint-Marc-des-Copeaux. Ça pourrait, ça pourrait, ça va être plus emblématique. Ouais. Mais écoutez, good luck pour eux autres. Mais je pense que c'est ça. Ils vont être sur la bonne voie. Puis, regarde, s'ils peuvent avoir une fenêtre sur le monde pour présenter ça au reste de la province, ben tant mieux. Good Mm, for them. mm. Écoute, Jacinthe, merci beaucoup. Toujours un éternel Merci. plaisir. Puis, Merci. tu me sors des fois des sentiers battus, mais c'est le Ben fun oui, parce je qu'on sais trouve bien. toujours des petites perles cachées, justement, que on en parle, mais on n'en parle pas assez, j'ai l'impression. Fait que Uh-huh. sinon, passez de bonnes semaines tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode dans toute Merci. liberté. Bonne journée.